Vraie Voix Sud Radio. Pas complice, mais en partie responsable. Emmanuel Macron qui parle de la France, dont il reconnaît les responsabilités lors du génocide du Rwanda qui a eu lieu il y a 27 ans. On écoute le président de la République. Les tueurs qui hantaient les marais, les collines, les églises n'avaient pas le visage de la France. Elle n'a pas été complice. Mais la France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Elle a un devoir, celui de regarder l'histoire en face et de reconnaître la part de souffrance qu'elle a infligée au peuple rwandais en faisant trop longtemps prévaloir le silence sur l'examen de la vérité. Emmanuel Macron qui était aujourd'hui à Kigali, capitale du Rwanda, où il a tenu ce discours. Ce ne sont pas des excuses, le terme n'a pas été prononcé au cours du discours d'Emmanuel Macron. En revanche, nous demandons le don du pardon, notamment à ceux qui ont subi ce qu'ils ont subi. C'est ce que disait le président de la République. Antoine Glaser, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous sur Sud Radio, journaliste spécialiste de l'Afrique, co-auteur avec Pascal Hérault du livre Le piège africain de Macron. C'est publié chez Fayard. Cette visite était très attendue, elle est à maints égards historique. Était-ce un piège d'abord pour Emmanuel Macron, Antoine Glaser ? Non, enfin pour le coup, autant le piège, c'était peut-être un piège, la mort d'Idriss Déby au Rwanda, ou ce qui se passe en ce moment, des coups d'État à répétition. Au Tchad, vous voulez dire, pour Idriss Déby, ou par exemple des coups d'État du Tchad. Là, c'est un piège, je veux dire, la présence française dans l'ancien précaré. Alors que là, pour ce voyage au Rwanda, c'est vrai que ça avait été, il faut quand même pas oublier que le président rwandais Paul Kagame était à Paris récemment pour une conférence sur le financement des pays africains. Il a eu 2 entretiens avec Emmanuel Macron et les deux en fait se sont vraiment trouvés. Ça veut dire Emmanuel Macron compte sur Paul Kagame pour sa diplomatie d'influence dans la région, en particulier contre les Russes en Centrafrique ou ailleurs. Et puis Paul Kagame, il veut pas non plus qu'Emmanuel Macron parle trop de démocratie dans son pays. Donc les deux se sont trouvés. Et très franchement, on est déjà dans une autre période stratégique. Emmanuel Macron déteste ce qu'il appelle évidemment la France-Afrique, l'ancien précaré de l'ancienne colonie. Il veut tirer l'ardoise magique sur toute cette période. Et donc il n'a qu'une idée, c'est aller dans les pays anglophones. Donc le Rwanda, qui était même un pays francophone, puisqu'il a offert la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie, à Louise Mushikiwabo, qui est l'ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères. Et ensuite, après le Rwanda, il se rend en Afrique du Sud. Et donc, en fait, il y a une vraie volonté de changer complètement la donne. De tourner presque le dos à l'Afrique francophone, au moins en partie, et de se tourner davantage vers l'Afrique anglophone. Tiens, justement, le Rwanda, qui a un pouvoir qui est anglophone aujourd'hui, tenu par M. Kagame, le président du Rwanda, c'était un pouvoir, celui qui a commis le génocide de M. Habyarimana, après sa mort en tout cas, qui était francophone auparavant. C'était un des arguments qui poussait notamment la France à soutenir ce régime-là, le régime génocidaire contre les rebelles anglophones de Paul Kagame. Qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est que Paul Kagame est vraiment maintenant devenu le principal, il veut devenir vraiment le principal chef d'État africain, avec une diplomatie d'influence extrêmement importante dans des grands pays comme la République démocratique du Congo, qui est justement un pays francophone. Et il veut intervenir, Emmanuel Macron, ça m'a même surpris, dans sa conférence de presse, a déjà parlé des interventions de Rwanda au nord du Mozambique, là où Total veut exploiter des gisements de gaz. Donc on sent qu'il y a une espèce de complémentarité entre les deux chefs d'État. Et on a l'impression qu'on est totalement dans une autre phase historique. Et bon, Emmanuel Macron, il veut... Ça, c'est pour la diplomatie. Il veut faire du passé table rase. Ouais. Ça, c'est pour la diplomatie. Revenons aux responsabilités. Quelle est la différence entre avoir été complice d'un génocide ? C'est une accusation qui était faite par moments contre la France, surtout d'ailleurs de ce régime, de M. Kagame au Rwanda. Quelle est la différence entre dire on a été complice, c'est pas du tout ce qu'a dit Emmanuel Macron, et en même temps dire on a une responsabilité écrasante. C'est quoi la responsabilité qu'il reconnaît ce soir ? La responsabilité, c'est la même. Finalement, il n'y a pas vraiment avancé depuis la visite de Nicolas Sarkozy, qui avait reconnu aussi un aveuglement, etc. Bon, c'est certain qu'encore une fois, la situation avait été beaucoup plus déminée avec Paul Kagame, qui lui-même demandait pas des excuses, contrairement à toutes les associations
je veux dire, des victimes du génocide. Donc, encore une fois, c'est une façon aussi de dire, voilà, seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être nous pardonner. Donc c'est vrai c'est une approche qui permet vis-à-vis des anciens, enfin je veux dire de l'ancien président Mitterrand, de pas montrer les responsabilités. Puis bon, à part ça, c'est vrai qu'il n'y avait pas de complicité. Je veux dire, ce sont pas les militaires français qui étaient les machettes à la main. Par contre, ce qui est une réalité, c'est que c'est vrai qu'il y avait un aveuglement, une espèce d'arrogance française en disant voilà, finalement, pour un certain nombre de généraux, c'était vraiment les Belges qui n'étaient pas capables de surveiller leur ancienne colonie francophone et ils craignaient que les anglo-saxons s'emparent du Rwanda. Et puis c'était la Baule, c'était soi-disant la démocratie politico-ethnique. Et on disait, finalement, les Hutus, ils sont 85%. Je me souviens à l'Élysée à l'époque, on nous disait, Biarimana, il est là pour des décennies. Donc c'est ça l'aveuglement aussi. Et c'est comme ça qu'on a continué à soutenir, parfois à former les militaires et à armer un régime qui a fait tuer 800 000 de ses citoyens en 3 semaines, ce qui est presque. Et puis c'est un mépris. En plus, franchement, c'est un mépris, une arrogance aussi de penser que voilà, les Africains, on peut instrumentaliser tout ça comme si, je veux dire, voilà, comme s'ils n'étaient pas capables du tout, comme si ça n'avait pas déjà existé, etc. C'est vraiment, à un moment donné, pour un autre livre, j'avais rencontré Claude Zilberzahn, l'ancien patron de la DGSE. Il m'avait dit, mais moi j'avais confié au président Mitterrand, je lui avais dit, on ne connaît pas cette région, on ne connaît pas le Rwanda et le Burundi. Il faut pas y aller, monsieur le président. Mais il y avait une espèce de truc chez Mitterrand de, voilà, bon, ça va s'arranger, il était malade. Tout le monde, on oublie aussi que c'était la période, tout le monde regardait Est-Ouest, la réunification de l'Allemagne, tout le monde voyait l'Europe, tout le monde voyait la Yougoslavie. Le Rwanda, c'est horrible à dire parce qu'il y a un génocide, mais c'était un dossier totalement sous-traité. Sous-traité par l'Élysée à l'époque. Antoine Glaser, est-ce que vous ne pensez pas que ce qui a été remarquable là, c'est l'attitude, si j'ai bien compris, de Paul Kagame qui a dit mais ça n'est pas à moi de réclamer des excuses, c'est au pouvoir français de décider ce qu'il veut. Est-ce que si les autres chefs d'État ailleurs avaient une telle attitude, est-ce que la politique d'Emmanuel Macron ne serait pas plus facile dans ce qu'on appelle sa repentance? Complètement. Mais ça veut dire c'est aussi l'intelligence d'un bonhomme comme Paul Kagame. Je veux dire, il a bien vu le parti qu'il peut en tirer. De toute façon, c'est quelqu'un qui a aussi bien sûr un orgueil, qui est arrivé les armes à la main. Ça reste quand même avant tout un homme des services secrets, etc. Et donc, il a bien compris ce qu'il pouvait en tirer. Et bien sûr, il dit c'est pas à moi de demander des excuses, c'est à vous de faire. Et donc, ça va montrer que lui, il dit toujours, j'ai pas besoin de babysitter et je ne demande rien à l'extérieur. Ça veut dire il s'affirme comme un président de son pays qui veut pas recevoir de leçons. C'est vrai qu'il est particulier. Il n'y a pas des milliers de chefs d'État comme ça en Afrique. Non, effectivement. Philippe David. Est-ce que, quelque part, c'est une question que je me suis souvent posée, dans cette région des Grands Lacs, parce qu'on parle du Rwanda, mais à côté, il y a le Burundi et il y a surtout la RDC, l'ex-Zaïre, la République démocratique du Congo. Est-ce que les Américains n'ont pas essayé de faire porter beaucoup le chapeau à la France, notamment au Rwanda, avec des chefs plutôt anti-français comme Kagame ou comme le Kabila, père et fils, Laurent Désiré et Joseph Kabila, avec un but, faire partir les Français de la région des Grands Lacs? Je crois pas. Je pense que là, on s'est vraiment tiré une balle dans le pied. Et je pense que ce qui est vrai, c'est que bien sûr qu'il y a des luttes d'influence. C'est vrai que dans toute la période de la guerre froide, contrairement à ce qu'on raconte, finalement, la France, dans son précaré, était surveillait beaucoup plus les intérêts anglo-saxons que les intérêts, même si elle était là, soi-disant, pour lutter contre l'Union soviétique et le bloc soviétique de la guerre froide. Mais quand on voit l'histoire du Biafra ou autre, on voit bien que c'est quand même contre les anglo-saxons dans le précaré au Nigeria. Mais je veux dire, là, franchement, personnellement, moi qui suis ça quand même depuis très longtemps, là, j'ai l'impression que c'est un mélange c'est un dossier vraiment
je comprends pas d'ailleurs, Mitterrand, il disait oui, voilà, il y a un problème avec Habyarimana, il faut rajouter des troupes et tout, mais franchement, c'est difficile à dire, mais c'est l'État français qui c'est vrai a totalement sous-estimé ce qui se passe dans cette région. Bon, Mitterrand, c'est resté quand même dans son esprit un ministre de la France d'outre-mer, il connaissait Houphouët-Boigny, etc. Donc, alors qu'il était à l'époque sous une cohabitation, le gouvernement était de droite, le ministre des Affaires étrangères n'était pas du tout socialiste. Tom Conan. Non, mais moi je voulais insister sur le fait que c'est quand même positif là ce qui s'est passé avec la parole de Macron. Sarkozy effectivement était venu et il avait dit à l'époque de graves erreurs et une forme d'aveuglement, comme ça a été rappelé effectivement. Donc là il va quand même un peu plus loin, il confirme ce mouvement-là, et il a aussi employé le terme, je reprends l'article de Libé qui analyse ça, 8 fois le terme de génocide, donc c'est quand même très fort. Il dit notamment, je cite, un génocide ne se compare pas, il a une généalogie, il a une histoire, il est unique. Donc effectivement il ne va pas jusqu'à une repentance véritablement, puisqu'il ne présente pas des excuses officielles de la France, etc. Mais voilà, il va quand même dans ce sens-là. Moi, ça me semble quand même être quelque chose au-delà de la question diplomatique pure. Ça me semble quand même aller dans le bon sens. Et effectivement, comme a rappelé tout à l'heure notre intervenant tout à l'heure, il faut rappeler aussi qu'en 1994, effectivement, c'est la fin du deuxième mandat de Mitterrand qui était très malade à l'époque, et donc effectivement le fait que ça a été sous-traité, cette espèce de terme, en effet c'était un peu l'impression que ça donne, mais donc aujourd'hui, même s'il est jamais il est trop tard évidemment pour réparer ces fautes là, mais je pense quand même que Macron là va quand même dans le sens de l'histoire. En tout cas vous êtes plutôt satisfait, ça me semble encourageant, Tom, de ce discours. Parlons de Paul Kagame qui accueille Emmanuel Macron aujourd'hui. Antoine Glaser, le président rwandais. Alors vous dites, il est très intelligent, il est très ambitieux aussi, il veut être un des principaux chefs d'État du continent africain. C'est aussi un homme qui est très critiqué, pas seulement pour ce qui se passe à l'intérieur de ses propres frontières, mais aussi pour ce qu'il fait dans les pays limitrophes, notamment au-delà de la frontière de la République démocratique du Congo. Absolument. Je veux dire, d'ailleurs, il va très loin parce que il dit presque à demi-mot, on n'a pas à juger après un génocide, on n'a pas à juger la démocratie chez moi. Il n'admet pas aucune critique. Tous les opposants sont pourchassés, y compris à l'extérieur. C'est un violent, et c'est vrai que là, il y a pas. C'est un autocrate et il n'admet pas une seule la contradiction et ça, c'est certain qu'il profite de la République démocratique du Congo, évidemment à la frontière, qui est un pays extrêmement riche. Il nie toujours avoir envoyé, il nie toujours, c'est là, les gens ne savent pas, mais c'est là où il y a le coltan, ce qu'ils ont ce que j'ai dans mon portable quand je suis en train de vous parler. Et c'est vraiment extrêmement riche, elle était rare et tout. Elle est pillée notamment par des hommes soit rwandais, soit à la solde du Rwanda, aux ordres de M. Kagame. C'est comme s'il n'y avait pas de frontières, en fait, là-bas. Ça veut dire, on voit bien, c'est des pays quasiment, des pays sans frontières, malgré ce qu'on voit sur les cartes. Et c'est certain que là, c'est incroyable. Il a quand même maintenant, il a des troupes qui sont en Centrafrique, aux côtés des Russes. Là, il va intervenir au Mozambique. Il est énormément dans la mission des Nations Unies. Donc, c'est un homme fort, mais c'est pas un démocrate. Hein. Non. Et c'est un homme extrêmement puissant. Restez avec nous, Antoine Glaser. Je rappelle, vous êtes l'auteur, notamment le co-auteur de ce livre, Le piège africain de Macron. C'est publié chez Fayard. Emmanuel Macron, c'est la question qu'on vous pose. A-t-il raison de reconnaître les responsabilités de la France dans le génocide au Rwanda? On vous pose la question. Vous nous appelez 0826 300 300. Bonjour à vous, Sylvie. Bonsoir même. Oui, bonsoir. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous nous appelez depuis le Tarn. Emmanuel Macron a souvent été accusé, y compris lors de sa campagne présidentielle, d'être dans le camp de la repentance. Est-ce que vous pensez qu'il se repent aujourd'hui et qu'il s'excuse au nom de la France ou pas? Et est-ce qu'il a raison? Oui. Depuis 5 ans, il sait faire que ça. Il sait faire que ça. Je demande pardon pour ça. Je m'excuse pour ça. Et bien moi, je lui demande juste une chose. J'espère qu'un jour, il va demander pardon à toutes les familles des victimes du Covid. Alors ça, c'est encore un autre débat, mais revenons quand même, si vous le permettez, ma chère. On peut quand même dire... Non, mais je comprends. Sylvie, pardon. Qu'il demande pardon par rapport à ce qui s'est fait sur je vais dire, dans des pays autres que le nôtre. Oui, quelque part, oui, parce qu'on n'a pas à les tuer, à participer à des tueries
Alors c'est pas ce qu'on a fait d'ailleurs et c'est pas ce qu'il reconnaît, ceci dit. Je suis d'accord qu'on demande, ou même quand il demande pardon par rapport à l'esclavage, quand il demande pardon par rapport à ceci, d'accord, mais est-ce qu'on va continuer encore longtemps à déterrer tout ça qui fait partie de notre histoire, même si c'est une partie qui n'est pas glorieuse, mais est-ce qu'on va continuer longtemps à vivre toujours, à nous remettre tout ça de ce qui s'est passé auparavant. Mais effectivement, en tout cas, merci à vous, Sylvie, de nous avoir appelé depuis le Tarn, au 0826 300 300. Après, il y a une différence, c'est vrai, entre le Rwanda, le génocide au Rwanda, c'était en 94, il y a 27 ans. Même moi, j'étais né, je suis quand même pas si vieux, rassurez-moi. Et les autres drames sur lesquels les différents pouvoirs. Tiens, Tom. Ouais, ce que je trouvais intéressant à propos de ce que disait Sylvie à l'instant, c'est que ça me rappelle tout à fait l'interview, vous savez, qui est assez connue entre El Kabash et Mitterrand, justement à la fin de son deuxième mandat, où ils évoquent, alors pas le Rwanda, il me semble, en tout cas ils parlent de la Shoah, et effectivement Mitterrand a un peu l'attitude que vient d'avoir Sylvie à l'instant, que je juge pas, hein, voilà, je la décris uniquement, consistant à dire effectivement, voilà, jusqu'à quand, je sais plus les paroles exactes à Mitterrand, mais elles sont assez fortes, jusqu'à quand, voilà, c'est l'entretien de la haine, etc. C'est en paraphrasant, mais c'est ça la substance. Je pense effectivement qu'aujourd'hui, culturellement, on attend autre chose. Hein. On a parlé tout à l'heure de la culture woke à propos d'un autre sujet. Vous attendez quoi, par exemple? On attend effectivement d'éplucher un petit peu le passé, effectivement que les fautes soient analysées. C'est pas gênant en fait politiquement. Au contraire, on progresse aussi là-dedans. Si ça peut apaiser les tensions, faire en sorte que des gens qui sont morts et après des mémoires qui ont été forcément brisées, insultées et bien davantage. Et là, en l'occurrence, on parle d'un génocide et historiquement, je pense pas que ça soit contesté. Ça me semble absolument pas aberrant. Quelle est en fait la résistance? Quelle est sa justification? C'est quoi? C'est l'honneur? C'est le fait de considérer qu'un État ne devrait pas avoir commis de fautes? Un État, c'est une abstraction. On parle de Léviathan. Donc moi, ça me choque absolument Philippe pas Bilger, de faire cet effort-là. Il puisse y avoir, Tom, une forme de lassitude historique et démocratique à l'idée de voir un président battre sa coulpe en permanence sur la poitrine des autres. Il y a quelque chose qui est comme si un pays ne devenait grand qu'en reconnaissant les erreurs du passé. Alors, ça n'est pas ce que fait la France, mais elle le fait beaucoup. J'aimerais qu'on donne le mot de la fin à Antoine Glaser, qui est toujours avec nous et ce dont on le remercie d'ailleurs. Antoine Glaser, Emmanuel Macron a-t-il reconnu suffisamment aujourd'hui ce qu'il faut comprendre pour Emmanuel Macron, moi je pense qu'au contraire, ça veut dire c'était assez habile de sa part, justement, que ça soit pas l'État français en tant que président de la République, mais de confier ça à des historiens et autres, ça permet de déminer justement et d'avoir un autre type de relation qui peut avec Paul Kagame, parce qu'il a déminé à travers ses rapports d'historiens, laissant les archives ouvertes, etc. Ça permet de passer à autre chose, au contraire. Au contraire, et de passer à autre chose et justement de montrer ce qui a été fait. Les relations différentes. Merci à vous, Antoine Glaser, d'être intervenu ce soir sur Sud Radio. Je le rappelle, journaliste, spécialiste de l'Afrique, co-auteur avec Pascal Hérault de ce livre, Le piège africain de Macron. C'est publié chez Fayard. Nous vous posions cette question, chers amis qui nous écoutaient sur Sud Radio. Nous vous la posions sur le Twitter de Sud Radio. Emmanuel Macron a-t-il raison de reconnaître les responsabilités de la France dans le génocide au Rwanda? Votre réponse, un peu comme Sylvie qui nous appelait, est non. 79% d'entre vous. Restez avec nous, chers amis. Nous allons essayer de reprendre le sourire, retrouver le sourire avec 2 ou 3 choses un petit peu plus légères. On va retrouver Clément Barguin, justement, dans quelques instants, et tester votre connaissance de l'actu. Ce sont les rois de l'info. À tout de suite.